est maintenant ouverte. Je souhaite la bienvenue à tout le monde à l'intérieur et à l'extérieur de ces salles d'audience. Avant d'aborder le sujet principal de la comparution initiale aujourd'hui, je rappelle que la Chambre a autorisé l'enregistrement vidéo ainsi que la prise de photographies. Veuillez procéder dans ce sens. Je vous remercie, vous avez 1 minute pour prendre des photographies et enregistrer des vidéos. Merci beaucoup. Madame la greffière veut annoncer l'affaire, s'il vous plaît. Merci Madame la Présidente, Mesdames les juges. La situation en République des Philippines, affaire le procureur contre Monsieur Rodrigo Roa Duterte, référence de l'affaire ICC 01 21 01 25, et nous sommes en audience publique. Merci beaucoup. Je vais maintenant demander aux parties de se présenter, en commençant par le bureau du procureur. Veuillez marquer des pauses avant d'intervenir et parler lentement afin de permettre aux interprètes de traduire de manière appropriée. Puis-je vous demander de vous présenter et de me confirmer si la liste de vos collaborateurs que j'ai reçue avant l'audience exacte, Monsieur le procureur. Monsieur Khan, Madame la Présidente, Mesdames les juges, bonjour. La liste est tout à fait à jour. Monsieur le procureur adjoint, Monsieur Yang est à ma gauche, Edouard Jérémy, substitut du procureur derrière nous, Robin Croft, substitut du procureur, notre conseillère en matière de coopération internationale Chantal Daniels et notre chargé de la gestion du dossier Grasco et moi-même, je suis le procureur Karim Khan. Je m'adresse maintenant au conseiller de la défense de M. Duterte. Comme tout à chacun s'observer, M. Duterte il est présent et assisté à cette audience par vidéolink, à la lumière du fait qu'il a fait un long voyage impliquant un décalage horaire important. La Chambre a en effet autorisé M. Duterte à participer à cette audience à distance. Son conseil est néanmoins présent avec nous dans la salle d'audience. Maintenant, maître, je vous invite à vous présenter. Maître Salvador, bonjour, mesdames les juges. Je m'appelle Salvador Si Medialdea. Je suis conseiller représentant Rodrigo Roa Duterte. Merci beaucoup. Merci beaucoup, maître. Je vais présenter maintenant la Chambre. À ma côté, c'est la vice-présidente de la Cour, Madame la juge Reine Adelaide Sophie Alipuni-Gansou. À ma droite, c'est la juge Socorro Flores Liera. Et mon nom, c'est Julia Antoine Lamoto, que je suis juge-présidente de la Chambre préliminaire première de cette Cour. Maintenant, je voudrais m'adresser à vous, Monsieur Duterte. Je parle le français, mais vous recevez une interprétation simultanée de ce que je dis en anglais. Je comprends que vous êtes à l'aise avec la langue anglaise. L'entretien que vous avez eu hier au centre de détention s'est déroulé en langue anglaise et vous n'avez pas estimé nécessaire de demander une interprétation en une autre langue au fond de cet entretien. Ceci étant dit, je voudrais tout d'abord confirmer votre identité. Quel est votre nom et prénom? Yes, Your Honor. Monsieur Duterte, oui, Madame la Présidente, je m'appelle Rodrigo Roa Duterte. My J'entends pas. first middle name Je m'appelle donc Rodrigo, mon prénom est Rodrigo Roa et mon nom de famille est Duterte. Merci beaucoup. Quelle est votre date de naissance? again. Monsieur Duterte. Maître Salvador,
Est-ce que vous pourriez répéter votre question, s'il vous plaît? Je ne pense pas que M. Duterte vous ait entendu. Merci. Merci beaucoup, maître. J'ai demandé simplement à M. Duterte quel est son nom et son prénom, et après, quelle est sa date de naissance et son lieu de naissance. C'est bon maintenant, maître? Thank you. Yes. Maître Salvador, merci. Merci. Monsieur Duterte. Je suis né le 28 mars 1945. Born in the private Je suis né dans la province de Leyte. Merci beaucoup. À titre... Aux Philippines. Merci beaucoup, M. Duterte. À titre préliminaire, il est utile de clarifier la nature et la portée limitée de cette audience de première comparution. L'audience d'aujourd'hui n'est ni le début du procès, ni une audience de confirmation de charge. Durant l'audience d'aujourd'hui, aucun élément de preuve ne sera recueilli ni présenté, et les questions touchant à la culpabilité ou à l'innocence de M. Duterte ne seront pas abordées. Conformément à l'article 60, paragraphe 1 du statut de Rome, le traité fondateur de notre Cour, et de la règle 121.1 du règlement de procédure et de preuve, cette comparation initiale a pour objectif principal de répondre à 3 questions. Premièrement, la Chambre doit s'assurer que la personne ayant fait l'objet du mandat d'arrêt a été informée des crimes qui lui sont reprochés. Deuxièmement, la Chambre doit s'assurer que cette personne a été informée de ses droits tels que reconnus par le statut de Rome. Troisièmement, la Chambre doit fixer une date à laquelle elle a l'intention de tenir une audience relative à la confirmation des charges. La Chambre note que votre Conseil, M. Duterte, a déposé 2 requêtes. Une requête en relation avec l'audience d'aujourd'hui. Et vous avez, comme vous savez très bien, les 2 requêtes concernant le fait qu'on doit avoir l'audience à un autre terme ont été pas acceptées par la Chambre vu la nature de l'audience d'aujourd'hui. Aucune discussion supplémentaire n'est pas nécessaire dans le cadre de cette audience parce que, comme je précisais tout à l'heure, la nature de cette audience n'est pas, c'est seulement une nature qui vise de connaître les parties, de connaître les charges, et après de fixer la date de confirmation des charges qui sera ultérieure. S'agissant du premier point, je rappelle que M. Duterte a reçu une copie du mandat d'arrêt le concernant et une version expurgée de la requête du procureur au fond de délivrance du mandat d'arrêt qui est public. Je vais maintenant demander à Madame la greffière de lire les charges qui lui sont imputées. La lecture sera faite en langue anglaise. Je vous en prie, Madame la greffière. Je vous remercie, Madame la Présidente, Mesdames les juges. Le 7 mars 2025, la Chambre préliminaire 1 a conclu qu'il existait des motifs raisonnables de croire que M. Duterte est pénalement responsable, conformément à l'article 25.3a du statut de Rome, et ce, en tant que coauteur indirect présumé du crime contre l'humanité de meurtre, au sens de l'article 7.1a du statut, comme suit. A. Le meurtre d'au moins 19 personnes, qui seraient des trafiquants de drogue ou des voleurs tués par les membres de l'escadron de la mort de Davao, dans différents endroits de la ville de Davao, ville située aux Philippines, ou de ses environs entre 2011 et 2016. B. Le meurtre d'au moins 24 personnes, qui seraient des criminels, tels
que des trafiquants de drogue ou des voleurs ou des consommateurs de drogue tués par des membres des forces de l'ordre philippines ou sous leur supervision, parfois avec l'aide de personnes qui ne faisaient pas partie de la police, en divers endroits aux Philippines entre 2016 et 2019. Merci beaucoup, Madame la greffière. Monsieur Duterte, je ne vous demande pas à vous lever parce que je connais votre condition, donc je vous laisse assise. Vous venez d'assister à la lecture des charges qui sont conformes au contenu du mandat d'arrêt que vous avez reçu. Cela signifie que vous avez été informé des crimes qui vous sont imputés et celui-ci conclut l'examen du premier point précité. Je passe donc maintenant au deuxième point qui concerne vos droits en tant que suspect devant cette cour. Je vais récapituler certains de ces droits. Je ne suis pas exhaustive, qui sont d'une importance particulière à ce stade de la procédure. Il s'agit des droits suivants. Vous pouvez disposer de l'assistance gratuite d'un interprète compétent et bénéficier des traductions nécessaires pour satisfaire aux exigences de l'équité. Vous avez le droit de disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de votre défense et de communiquer librement et en confidentialité avec le conseil de votre choix. Vous avez le droit de garder le silence et vous ne pouvez pas être forcé de témoigner contre vous-même et de vous avouer coupable. Vous pouvez également faire des déclarations dans le cadre de votre défense sans prêter serment. Outre toute autre communication prévue par le statut, le procureur doit vous communiquer, dès que cela est possible, les éléments de la preuve en sa possession ou sa disposition qui vous disculpent ou qui tendent à vous disculper ou à atténuer votre culpabilité et qui pourraient entamer la crédibilité des éléments de preuve à la charge. À l'audience de confirmation des charges, vous pouvez constater des charges, constater les éléments de preuve produits par le procureur et présenter les éléments de preuve. Il n'y aura pas de procès et les charges ne seront pas confirmées ou si la procédure à l'encontre sera terminée. Vous avez la possibilité de formuler une demande de mise en liberté provisoire en attendant d'être jugé. Enfin, Monsieur Duterte, vous avez le droit d'être informé dans le plus court délai de façon détaillée de la cause, de la nature et de la teneur des charges dans une langue que vous comprenez et vous parlez parfaitement. Vous avez compris, maître? Yes. Maître Salvador, oui, nous écoutons, Madame la Présidente, nous écoutons attentivement. Et avec votre permission, nous aimerions exprimer notre position vu les circonstances concernant la présentation de M. Duterte devant votre chambre. Maître, je dois d'abord demander ce que c'est dans notre procédure et seulement cette audience qui est spéciale, comme on a précisé dès le début. Je dois demander M. Duterte lui-même de nous faire des observations quant à la nature des conditions de sa remise à la Cour pénale internationale, ainsi que les conditions de détention au quartier pénitentiaire de la Cour de la Haye depuis son arrivée ici, si M. Duterte peut nous communiquer ces aspects. Can I do it for my client? Maître Salvador, est-ce que vous m'autorisez à le faire à sa place, Madame la Présidente? Merci. Yes, Your Honors, please. Madame la Présidente, Mesdames les juges, il y a 2 jours, le monde entier a été témoin de la façon humiliante dont un ancien président d'un État souverain a été mis dans un avion privé et transporté soudainement à La Haye. Nous, avocats que nous sommes, qualifierions cela de transfèrement extrajudiciaire.
Cela s'apparente à un enlèvement. Mon client n'a pas eu droit au recours juridique dans son pays de citoyenneté. Et tout cela dans un contexte de règlement de compte politique. Deux entités sont parvenues à créer une alliance pour s'en prendre à un président. Ils essaient de s'en prendre à son héritage pour délégitimer les institutions En gardant cela à l'esprit, donc il n'est pas étonnant que mon client ait été enlevé de son pays. Les avions privés de la CPI ne viennent pas de nulle part. Cet avion-là, qui a accueilli mon client, eh bien, cela avait été coordonné à l'avance. Les Émirats arabes unis ne sont pas un État partie de la Cour, n'ont pas l'obligation de coopérer avec la Cour. Et pourtant, mon client, qui était en transit de ce pays, est resté pendant 5 heures en transit dans ce pays-là. J'invite les représentants du greffe à vous présenter ici, dans ce prétoire, des explications. Comment est-ce que ce transfèrement a pu être autre chose qu'un non-respect des règles de procédure judiciaire? Mon client a une condition sanitaire limitée. Il n'entend pas bien, il ne voit pas bien. Il a été emmené dans un hôpital pour observation. Et ce n'est que ce matin que j'ai eu l'occasion de le rencontrer pour la première fois. Nous avons disposé de moins d'une heure pour discuter de questions juridiques. Je n'ai pas eu la possibilité de lui présenter une version imprimée du mandat d'arrêt parce que nous n'avions pas reçu une telle copie. Je n'ai même pas eu la possibilité de lui expliquer ce que l'accusation a demandé dans sa requête au fin de la délivrance d'un mandat d'arrêt parce que la Chambre n'a établi qu'une version expurgée de la requête de l'accusation et nous l'avons reçue hier. Donc, ainsi, mon client n'a pas pu apporter de contribution à cette audience. Et plus important encore, il n'est pas en mesure de vous dire qu'il a été informé des charges qui lui sont reprochées, telles que contenues dans le mandat d'arrêt. Et j'ai fait allusion à cela dans ma requête adressée à la Chambre préliminaire ce matin, requête qui est confidentielle. En conséquence, je reformule, je réitère ma requête qui a été rejetée ce matin afin que soient reportées les discussions sur le fond relatives à cette affaire, les reporter à la semaine prochaine lorsque j'aurai eu la possibilité de m'asseoir avec mon client et lui expliquer en quoi consiste une audience de confirmation de charge et quelles sont les règles de divulgation et comment l'accusation allègue qu'il a commis des crimes. Je remercie la Chambre pour son attention et j'ai le regret de dire que je n'ai pas reçu d'instruction pour développer plus avant mon propos aujourd'hui. Merci. D'abord, concernant les problèmes de santé de M. Duterte, je pense que la Cour elle a pris un soin particulier par rapport à la santé de M. Duterte et je note que suite à l'arrestation et à votre arrivée au centre de détention, le médecin de la Cour a considéré que vous étiez en pleine possession de vos capacités physiques et mentales et vous avez fait l'objet d'un examen médical approfondi à la centre de détention. Aussi, quand vous avez invoqué des questions de santé qui vous permettaient pas de venir physiquement à cette audience, les deux médecins qui vous ont consulté, M. Duterte, ils ont constaté que le M. Duterte ne pouvait pas, mais par son accord écrit par lui-même, M. Duterte pouvait participer à notre audience par vidéolink. Ça, concernant les problèmes de santé que vous avez invoqués et qui sont très importantes, ainsi que les problèmes de l'âge pour notre Chambre et pour notre Cour en général. Concernant
la question des droits de M. Duterte, on a ici le rapport du greffe qui nous indique qu'il était informé sur ses droits, y compris l'article 66 et l'article 67 de statut du Rome, qu'il connaît par le greffier adjoint, et donc il connaît ses droits et il connaissait également ses charges. Donc nous, on a le rapport du greffe qui nous indique cet aspect-là et qui nous indique aussi qu'il avait pris connaissance du mandat d'arrêt en anglais, qui parle très bien, comme tout le monde le connaît. Aussi, vous avez eu la possibilité ici d'avoir encore une fois la lecture des charges en anglais par notre greffier de section. Aussi, moi, j'ai répété en français les droits qu'il avait devant cette cour. Et comme je répète ici, encore une fois, il s'agit ici d'une première audience. D'une première audience, on prend connaissance avec ses charges, juste prend connaissance avec ses charges, il prend connaissance avec ses droits, et après, on a tout un processus qui va nous mener à la confirmation des charges, un processus qui va durer assez longtemps et qui va vous permettre, va permettre à M. Duterte de soulever toutes les questions que vous avez mises ici par rapport au contenu du mandat d'arrêt, par rapport aux crimes commis et les charges, par rapport aux circonstances que vous dites qui sont liées à son arrestation et les droits et les obligations, par rapport à la compétence de la Cour. Donc vous avez la possibilité de le faire pendant tout ce processus-là qui va nous mener à la confirmation de charges. Maître, concernant vos deux demandes pour avoir une autre audience qui est la semaine prochaine, déjà ces demandes n'ont pas été acceptées par la Cour. Vous avez vu que déjà ces deux décisions de la Cour vous ont été communiquées. Donc vous avez pris connaissance que la Cour avait refusé, vu la nature même de cette première audience, qui ne n'incite pas une préparation très approfondie, vu ce que j'ai dit auparavant à plusieurs reprises. Donc maintenant, je vais passer à fixer la troisième étape, de fixer la date de l'audience de confirmation des charges. Après avoir évalué tous les facteurs, y compris la nécessité pour les parties et les participants de se préparer de manière adéquate, ainsi que les droits de M. Duterte, notamment son droit à être jugé dans un délai raisonnable, la date retenue pour le début d'audience de confirmation de charges est le 23 septembre 2005. J'ajoute que conformément à la règle 121, paragraphe 7 du règlement de procédure et de preuve, ces dates peuvent être reportées par la Chambre en fonction de l'évolution de la procédure, soit d'office, soit à la demande du procureur ou de la défense. Avant de conclure cette audience, je souhaite informer les parties des prochaines étapes procédurales. Premièrement, je rappelle que, conformément à la règle 122b du règlement de procédure et de preuve, la Chambre tient des conférences de mise en état, que l'échange d'informations se déroule de manière fluide et dans de bonnes conditions. Ces conférences sont organisées soit d'office, soit à la demande du procureur ou de la défense. Deuxièmement, un ensemble de décisions seront prises en temps opportun pour garantir que la procédure se déroule dans de bonnes conditions et rapidement. Plus spécifiquement, je me réfère notamment à une décision relative aux modalités et à la procédure en matière de divulgation des éléments de preuve, une décision fixant un calendrier pour la divulgation des éléments de preuve, une décision fixant un calendrier organisé et sans difficulté pour les parties. À cet égard, la Chambre ordonne au procureur de commencer à divulguer ce jour les éléments d'information sur la base desquels le mandat d'arrêt a été émis et d'achever ces divulgations pas plus tard que dans les 7 jours prochains. La Chambre
rendra également une décision sur la participation des victimes et selon le statut de la Cour et dans la mesure de la Chambre le permet, sont autorisés à présenter leurs vues et les préoccupations à ce stade de la procédure. Nous sommes arrivés maintenant au terme de notre audience de première comparution de M. Duterte. Je vous remercie à tous les participants à cette audience, les interprètes et les scénotrophistes. L'audience, elle est levée.